C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous sur EDN TV. Voici l'essentiel des informations à développer dans ce journal. L'Association des jeunes leaders du développement de l'islam au Bénin a apporté son soutien indéfectible au président Patrice Talon. Elle l'a fait savoir par une déclaration que vous suivrez dans cette édition. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires prévu pour se dérouler le 3 juin composent depuis ce lundi un examen blanc national. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat du déroulement des épreuves à l'école primaire publique centre de Calavi. Au Soudan, les négociations sur la transition s'achèvent sans les accords. Plus de précisions dans un instant. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à EDN TV et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, l'association bien sûr des jeunes leaders du développement de l'islam au Bénin a apporté son soutien indéfectible au chef de l'État Patrice Talon. Elle l'a fait savoir ce mardi au cours d'une conférence de presse où les jeunes ont profité pour évoquer les raisons de leur soutien. Propos recueillis, Ayat Foué, Romaric de Vauchy. L'association des jeunes leaders pour le développement de l'islam au Bénin, dont la mission statutaire est d'assurer la représentation de la jeunesse musulmane auprès des pouvoirs publics et des organisations nationales et internationales. Au nom de toute la communauté musulmane et en particulier au nom de la jeunesse élite musulmane, exprime sa profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, pour les choix et la confiance placés en l'imam Ibrahim Ousmane pour son positionnement ayant permis son élection au poste de député de la 8e législature dans la 16e circonscription électorale. La 8e législature est le fruit de la réforme du système partisan. Une réforme consensuelle émanant de l'ensemble de la classe politique à travers sa représentation nationale et qui a eu le mérite de démontrer aux faces du monde avec beaucoup de grincements dedans l'échec des différents systèmes et modèles politiques ayant subsisté jusqu'à ce jour au Bénin. Par les difficultés à s'adapter aux nouvelles exigences et mutations qui s'imposent à l'évolution contextuelle et sociopolitique de notre pays, avec pour corollaire réfractaire le malheureux incident de 1er et 2 mai 2019. C'est donc avec le cœur inondé de pensées pieuses et de prières que nous saluons le savoir-faire de son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, père de la nation, en invitant toute la classe politique au dialogue, au calme et à la sérénité, et à comprendre que le système partisan a atteint son apogée et nous sommes à la phase cruciale de la refonte et de la recomposition de la classe politique. Une phase élitaire d'énormes sacrifices, de nouvelles exigences et de nouveaux critères par lesquels ceux qui pourront s'adapter seront éligibles pour constituer la nouvelle classe politique et dans laquelle l'opportunité est donnée à la jeunesse de s'organiser dans une dynamique opérationnelle et de flexibilité en s'appropriant par l'éligibilité une place digne de la nouvelle classe politique. Dans ce cadre, l'association des jeunes leaders pour le développement de l'islam au Bénin compte jouer sa partition en s'appuyant sur l'union de la jeunesse musulmane comme un puissant ferment à sa participation effective
à la recomposition de la classe politique béninoise. Vous le savez, la décision en appel dans le dossier qui oppose le journal La Nouvelle Tribune à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a été rendue ce 16 mai par la Cour d'appel de Cotonou qui a donné raison au journal et condamne la HAC qui a suspendu le quotidien depuis le 23 mai 2018 à payer 500 000 francs par jour plutôt en cas de non-application plutôt de la décision de justice. Marcel Zoumenou, rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Tribune et assistant du directeur de publication, s'est confié à Eden TV. Il est au micro de Carnot François Rungwele-Reton. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, de joie, parce que vous vous rappelez très bien que le 23 mai dernier, le 23 mai 2018, la HAC avait pris une décision pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la Nouvelle Tribune. Et je me rappelais très bien que les griefs que l'instance de régulation avait contre nous, c'était que on a produit des papiers qui portent outrage au chef de l'État. En fait, la décision demandait simplement à la HAC, annulait la sanction de la HAC et lui demandait de nous laisser continuer. En fait, c'est cela. Pour deux choses, je me réjouis que cette décision permet au moins à un journal reconnu pour sa ligne de revenir dans la place. Deuxième chose, je salue quelque part cette bravoure de la justice parce que c'est de plus en plus rare de voir des décisions qui ne sont pas en faveur des pouvoirs publics. Et donc quand cela est arrivé, je crois qu'il faut s'en réjouir et saluer les juges qui ont rendu cette décision parce que c'est un collège de juges qui ont rendu cette décision, puisque depuis un certain moment, on pensait, on dit d'eux qu'ils sont plus trop libres, trop indépendants, mais cette décision est venue un peu pour nous contredire et moi je souhaite que la justice puisse continuer à garder cette posture pour l'avenir. Au registre éducation de cette édition, je vous emmène à l'école primaire publique de Calavi Centre où se déroule depuis ce lundi et sur toute l'étendue du territoire national un examen blanc du certificat d'études primaires CEP. Linda Kao est allée faire le constat. Un reportage dit par Ahmed Arepa, image Fiacre Voitan. C'est la toute première fois que l'examen blanc national d'études primaires est organisé au Bénin. La dernière étape avant la composition proprement dite, le 3 juin. Au centre de composition école primaire publique de Calavi Centre, 473 candidats planchent pour les différentes épreuves depuis ce lundi 20 mai 2019. Nous avons toujours fait CEP blanc, mais pas de ce caractère. Donc c'est souvent départemental sur le plan de la circoncision, mais cette fois-ci c'est national. C'est un cachet, un autre cachet spécial. Bon, à l'entame, tout a bien commencé depuis hier lundi 20. Déjà à 6h30, certains venaient déjà. À 7h30, les candidats étaient déjà en salle. On était même avec le DEDAMP Atlantique qui était ici depuis 7h15. Donc il est resté ici jusqu'à 8h30. Pour lancer la première épreuve de la journée qui était la lecture. Deuxième jour de composition, ce mardi 21 mai 2019. Quelques candidats interrogés disent être satisfaits des épreuves auxquelles ils ont été confrontés. Les épreuves étaient abordables. Aujourd'hui, on a fait l'épreuve de mathématiques et la suite est le dessin et la couture. C'est ce que nous avions fait en classe qui est revenu. L'épreuve est un peu abordable. J'ai trouvé que les épreuves étaient abordables. Cet examen blanc national prend fin ce mercredi 22 mai 2019 avec les épreuves orales et sportives. Nous enchaînons avec les préparatifs de l'examen du BPC prévu pour le 27 mai prochain, à quelques jours de la composition des épreuves du brevet d'études du premier cycle. Une équipe de la rédaction s'est rapprochée de certains candidats pour s'enquérir du niveau de préparation de l'examen. C'est un reportage de Horacia Djodji. Encore quelques jours et les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC seront face aux différentes épreuves. Si certains établissements ont déjà libéré les apprenants en classe de 3e, d'autres poursuivent les séances de révision.
C'est le cas dans cet établissement d'enseignement secondaire privé où les élèves très confiants disent être prêts pour la composition qui démarre le 27 mai prochain. Je suis prêt pour le BPC. Je prends mon cahier, je révise, je prends souvent des épreuves, je traite. Bon, je suis en train de me mettre au point parce qu'il y a quelques notions que je n'ai pas encore correctement maîtrisées, mais pour le moment, je peux dire que ça va. Avec les exercices qu'on a fait et les autres épreuves aussi que j'ai traitées avec mon maître de maison, j'ai vu que bon, ça allait à tous les niveaux, mais il y avait quelques points où j'étais un peu faible là. Il faut que je me reprenne juste avant le lundi. Oui, je suis prêt. Je révise chaque fois dans chaque matière, au moins 1 heure par matière. Je fais des exercices, je révise les leçons sur les exercices. Et j'apprends et ensuite je traite les épreuves dessus, sur les sujets que j'ai appris. Quant aux responsables d'établissement, ils pensent avoir fait le nécessaire durant les 9 derniers mois qu'ont duré les cours pour aguerrir leurs apprenants. Nous avons joué notre partition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mes professeurs dans les classes ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Et les programmes sont achevés. Et la plupart, ils sont maintenant en révision. Ils sont en révision. Ça veut dire que notre partition est jouée. Maintenant, il faut que chacun joue sa partition. Les élèves aussi doivent jouer leur partition. Les parents d'élèves, surtout ceux-là. Le niveau des élèves est appréciable. Parce que nous avons commencé depuis le mois de septembre. Les professeurs ont évolué normalement dans le programme. Et il est vrai qu'il n'y a pas eu grève dans le public cette année. Bon, même s'il y avait grève, nous ne faisons pas la grève. Donc les professeurs ont évolué normalement dans le programme. Et nous sommes là depuis 1 mois à réviser, à faire les réglages. Et demain, mardi ou mercredi, nous allons les libérer pour qu'ils prennent les dispositions personnelles pour les examens. Selon ces élèves, outre les révisions en classe, ils ont adopté un plan d'études à la maison avec la supervision de leurs parents. Je dors bien, mes parents aussi m'accompagnent, ils me payent souvent des comprimés pour ne pas manquer de vitamines. Mon père surtout me donne des conseils, quand il voit que j'ai un peu de difficulté, il m'aide. Et même ces derniers temps, il m'a donné un maître d'études qui m'aide beaucoup, vraiment beaucoup. C'est surtout qui gère mon emploi du temps. Les sorties, tout ce que je fais à la maison, c'est eux qui gèrent ça. Et aussi l'accompagnement. Il m'accompagne, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. En 2018, le taux de réussite au BEPC était de 28,63% pour 186 399 candidats inscrits. Autre volet dans cette édition, l'ensablement sur le tronçon Golodjibé-Calavi-Kpota devient harassant pour les usagers. Cette voie bitumée est en train d'être envahie par une quantité importante de sable. C'est un constat fait par Maté Koudenoupo et Damien Pedro. Du sable sur le bitume. Nous sommes à Abomey-Calavi, deuxième ville la plus peuplée du Bénin. Ici, l'ensablement de part et d'autre des routes devient un phénomène inquiétant pour la circulation des usagers, notamment des motocyclistes. Ces sables nous empêchent de voir bien sur la voie, c'est-à-dire lorsqu'on roule et que le véhicule te dépasse, les sables qui se soulèvent rentrent dans les yeux, encore que les plastiques de nos casques sont parfois fumés, on n'arrive pas à les fermer, nous sommes obligés de les ouvrir, mais ça nous crée énormément de problèmes quand même. Quelques graines de sable dans l'œil d'un motocycliste et le pire est vite arrivé. Selon les riverains, les cas sont fréquents. Et même en période pluvieuse, la capacité de nuisance du sable sur le bitume reste intacte. S'il y a plu là, nous constatons qu'il y a beaucoup de sable sur la voie. Et si tu ne sais pas faire, tu vas tomber. Et des fois, ça crée beaucoup d'accidents. Et ça même avant-hier, un zème dans le périmètre de M. Sainto allait, mais avec la présence de ces sables, il s'est retrouvé, s'est glissé, il s'est retrouvé par terre. Heureusement qu'il avait porté son casque. L'ensablement du macadam ne crée pas que des accidents aux usagers de la route. Il vient nuire quotidiennement à leur commodité. Ce n'est que du calvaire, surtout quand les véhicules poids lourds dépassent. Vraiment, les habits, tu vas au service, tes habits deviennent tout sales, tu reviens tout sale alors que tu es sorti tout joli, mais on revient tout sale à la maison. Face à ces multiples difficultés dues à l'ensablement des routes de la commune d'Abomey-Calavi, les usagers
font appel aux autorités de la ville. Je voudrais qu'ils pensent au nettoyage de cette voie, à l'enlèvement du sable sur la voie. Bon, si la commune pouvait déjà organiser les femmes comme ça se faisait, et pour la propriété de la voie, ça serait quelque chose de bon. J'interpelle vivement le service technique et je demande aussi au maire et à tout son conseil communal de faire quelque chose pour la ville de Calavi. Ce n'est pas un péché pour nous de les avoir choisis comme nos élus. Et ils sont là pour nous représenter. Un cri de cœur, s'il est entendu, permettra inévitablement de réduire le nombre de cas d'accidents liés à l'ensablement des voies de la commune. Je vous l'annonçais en titre, au Soudan, les négociations sur la transition s'achèvent sans les accords. Plus de précisions avec nos confrères de la RT. Situation toujours instable au Soudan. Au terme de 48 heures de négociations, aucun accord n'a été trouvé entre le Conseil militaire de transition et l'opposition soudanaise. Ces discussions devaient déboucher sur la création d'un futur Conseil souverain censé assurer la transition politique dans le pays. Les bureaux de vote ont ouvert ce mardi matin pour les élections générales malawites où le sortant Peter Mutharika espère briguer un second mandat face aux deux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption le thème de prédilection. Reportage. Les Malawites votent ce mardi pour une élection présidentielle à l'issue incertaine, où le sortant Peter Mutharika brigue un second mandat face à deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de prédilection. Les électeurs sont aussi appelés à renouveler leurs députés et conseillers locaux dans ce petit état agricole d'Afrique australe où les bureaux de vote ont ouvert à 6h, 4h GMT. En campagne, Peter Mutharika, 78 ans, a défendu son bilan mettant en avant l'amélioration des infrastructures, en particulier des routes, dans l'un des pays les plus pauvres au monde. La moitié des 18 millions de Malawites vivent cependant toujours sous le seuil de pauvreté et seuls 11% de sa population ont accès à l'électricité. Peter Mutharika a promis de faire du Malawi un pays meilleur d'ici 5 ans. L'opposition n'a aucune raison de me critiquer, pas une seule, a-t-il assuré. Ses principaux adversaires, le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, à la tête du parti du Congrès du Malawi, MCP, de l'ancien dictateur Austin Banda et le vice-président Saulos Chilima, ont pourtant dénoncé la corruption qui a entaché sa présidence. Le chef de l'État, qui s'était engagé à lutter contre ce fléau à son arrivée au pouvoir, s'est lui-même retrouvé impliqué dans un scandale de pots de vin à la suite de l'attribution d'un contrat de millions de dollars à la police. Nous devons mettre fin à la corruption, a insisté Lazarus Chakwera, qui a reçu le soutien de poids de l'ex-présidente Joyce Banda. L'ancien pasteur évangéliste compte bien cette année prendre sa revanche, lui qui était arrivé deuxième du scrutin en 2014 avec 450 000 voix de retard seulement sur Peter Mutharika. Le vice-président Chilima espère de son côté créer la surprise après avoir claqué la porte l'an dernier du Parti démocratique progressiste DPP au pouvoir pour lancer sa formation, le Mouvement uni de transformation. À 46 ans, il compte séduire une partie de la jeunesse au fort poids électoral. Les moins de 35 ans représentent plus de la moitié des 6,8 millions d'électeurs du Malawi. La campagne s'est déroulée dans le calme selon une nouvelle loi sur le financement des partis qui les oblige à déclarer les dons et interdit toute distribution d'argent liquide aux électeurs. Les bureaux de vote fermeront à 18h, 16h GMT. Le contesté président vénézuélien Nicolás Maduro célèbre le premier anniversaire de sa réélection parmi des centaines de partisans à Caracas. Il a annoncé avoir commencé à négocier avec le diable de l'opposition sous l'égide du gouvernement de Norvège. Des milliers. Nous allons nous mesurer à l'opposition dans les urnes. Nous allons organiser des élections. Nous allons rendre légitime la seule institution qui ne l'a pas été depuis 5 ans. Organisons des élections anticipées à l'Assemblée nationale afin de voir qui a le soutien du peuple, qui a son vote pour voir qui gagne. Hemos obtenido una primera jornada. Nous avons eu une première journée de médiation avec le gouvernement de Norvège, là-bas au nord de l'Europe, dans la zone nordique. Très positive, je dois dire.
Nous parlons avec le diable, que Dieu nous aide et nous protège. Mais s'il faut parler avec le diable lui-même pour la paix et la prospérité du Venezuela, nous allons parler avec le diable lui-même. Avant de boucler cette édition, des milliers de membres de la sécurité sont dispersés dans Jakarta alors que la capitale indonésienne est placée sous haute sécurité après la réélection de Joko Widodo pour un second mandat à la tête de la troisième démocratie au monde. Reportage. Le président Joko Widodo a été élu pour un second mandat à la tête de l'Indonésie, a annoncé la commission électorale mardi dans la capitale placée sous haute sécurité alors que son adversaire Prabowo Subianto menace de faire descendre ses partisans dans la rue. Joko Widodo, surnommé Jokowi, a obtenu 55% des voix contre 44,50% pour l'ex-général Prabowo Subianto. Selon le décompte final de la commission électorale KPU, le président sortant, arrivé à la tête de la troisième démocratie au monde en 2014 avec 53,15% des voix, remporte ce scrutin avec une avance plus nette et obtient 85,6 millions des voix contre 68,6 millions pour son adversaire. Cette décision a été annoncée le 21 mai et sera effective immédiatement, a déclaré le chef de la commission Arief Budiman au cours d'une conférence diffusée très tôt mardi matin en direct par les médias locaux. Joko Widodo, 57 ans, vu comme un musulman modéré dans un pays où l'islam conservateur progresse, avait choisi comme candidat à la vice-présidence le prédicateur conservateur Maruf Amin afin de donner des gages à l'électorat religieux. Son rival de 67 ans s'était de son côté rapproché des groupes islamiques les plus radicaux en vue du scrutin. L'ancien général Prabowo Subianto, qui se présente comme un homme à poigne, avait choisi comme colistier Sandiago Uno, un ex-homme d'affaires. L'ex-militaire, qui tente depuis une quinzaine d'années de parvenir au pouvoir, avait déjà perdu devant Joko Widodo en 2014 et avait déposé un recours en justice avant de s'incliner. C'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité et surtout bonne suite de nos programmes en compagnie de notre télévision. À très vite.